Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'astronaute qui a fait la une il y a quelques semaines seulement. Jessica Watkins a été la première femme noire à rejoindre la Station spatiale internationale. Son parcours très impressionnant à seulement 33 ans, ce sera dans notre séquence rôle modèle à suivre. Jeanne Dreyfus aujourd'hui a une idée derrière la tech, pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, mais aujourd'hui en particulier parce que tu vas nous partager un dispositif pédagogique qui est destiné aux professeurs pour leur faire découvrir l'histoire de l'art notamment. Oui, Zoom aujourd'hui sur un ensemble de jeux, d'activités, de fiches sur l'art développées par la Réunion des musées nationaux à destination donc des professeurs et des élèves. Des mallettes pédagogiques qu'on va explorer avec toi. Notre question du jour est plutôt nos invités du jour. Eux nous font entrer le violon à l'école et en rep depuis près de 7 ans. Et ça marche. Archet en main, la pédagogie ne se mène plus à la baguette, mais la réussite scolaire en musique. Avec nous en plateau pour en parler, Hélène Vareille, vous êtes la présidente de la Fondation Vareille et vous portez donc cette opération Un violon dans mon école. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Baptiste Kulik, vous êtes directeur académique adjoint du département du Val d'Oise, en charge notamment du premier degré. Vous aidez à mettre en application Un violon dans mon école. Bonjour à vous. Bonjour. Et elle nous attend aussi en Skype, Elsa Potra. Elsa, vous êtes la directrice de l'école élémentaire Paul-Éluard 2 à Persan, dans le Val d'Oise. Et là aussi, vous avez un rôle primordial dans cette opération puisque vous la mettez en œuvre tous les jours avec vos élèves. Mais d'abord, focus. Et elle a marqué l'histoire de l'espace le 28 avril dernier. Première astronaute noire à rejoindre l'ISS, elle a bravé les épreuves depuis son entrée à la NASA il y a 10 ans. Un parcours éclair pour une combattante. Seulement 10% des astronautes sont des femmes. Le portrait de Jessica Watkins tout de suite avec Édouard Denuot. Elle sera peut-être la première femme à marcher sur la Lune. Jessica Watkins n'a que 34 ans et elle a déjà une vie très bien remplie. Née dans le Maryland en mai 1988, elle passe son enfance dans le Colorado avant de partir étudier à Stanford, une prestigieuse université californienne. Là-bas, elle obtient une licence de sciences géologiques et environnementales. Elle poursuit ensuite ses études à UCLA où elle décroche un doctorat en géologie planétaire. Elle effectue ensuite un post-doctorat au California Institute of Technology. En 2012, Jessica Watkins rentre en stage à la NASA et travaille sur Mars Curiosity. Ce programme de recherche vise à déterminer si une vie a un jour été possible sur la planète rouge. 5 ans plus tard, elle fait partie des 13 sélectionnés parmi 18 000 candidats pour rejoindre le groupe d'astronautes 22 de l'Agence spatiale américaine. La petite équipe, composée de 7 hommes et 6 femmes, est inédite dans sa diversité, puisque les femmes ne représentent habituellement que 10% des astronautes. Pendant 2 ans, Jessica Watkins suit un programme de préparation intense aux missions spatiales. Et en décembre 2021, elle annonce sur son compte Instagram son envol pour l'ISS. Elle s'envole à bord de la navette SpaceX Crew 4 le 27 avril dernier. Jessica Watkins devient la première astronaute afro-américaine à rejoindre la Station spatiale internationale. Une étape importante pour la NASA et pour le pays, comme elle l'a déclaré. La jeune femme a également été choisie en décembre 2020 aux côtés de 18 autres astronautes pour faire partie de l'équipe Artemis. Ce programme vise à refaire marcher des hommes et des femmes sur la Lune d'ici 2025, ce qui pourrait faire d'elle la première femme à marcher sur la Lune. En plus de sa carrière professionnelle, Jessica Watkins est une sportive de haut niveau. Elle a fait partie de la sélection américaine de rugby à 7 et a même participé à la Coupe du Monde en 2009. Avec son équipe, elle atteint les demi-finales du mondial et elle termine meilleure marqueuse d'essais de son pays. Et retour en plateau évidemment ici pour l'école du futur. Hélène Vareille, quand vous voyez le parcours de Jessica Watkins, le rôle modèle qu'elle peut être justement pour toute une génération de jeunes femmes, de jeunes filles qui vont peut-être aussi se dire qu'elles, ça y est, elles vont pouvoir marcher sur la Lune un jour grâce à elle. Vous vous dites que les rôles modèles, ça compte. Bien sûr, ça compte. Ça compte et je pense que ça commence très jeune et qu'il faut surtout avoir conscience qu'on doit donner à tous ces enfants petits qui rejoignent l'école finalement plein d'espoir et plein de possibilités et on a le devoir de faire tout ce qu'il faut pour que justement ils puissent donner le maximum de leur potentiel. Tous ne marcheront peut-être pas sur la Lune, mais tous ceux qui sont capables de le faire, eh bien il faut qu'à travers l'école, ils trouvent le moyen de le faire.
Et en tout cas, les enfants, vous entraînez à jouer au violon, ils le font pendant 4 ans. Ça s'appelle Un violon dans mon école, une opération dont on va justement parler ensemble aujourd'hui dans l'école du futur. Place aux nouveaux virtuoses de la pédagogie. Et oui, parce que Un violon dans mon école, c'est donc le programme Hélène Vareille que vous avez fondé il y a 7 ans, qui est porté par votre fondation. On rappelle que pour parler justement de cette thématique, nous sommes avec Hélène Vareille, la présidente de la fondation Vareille, Jean-Baptiste Kulik, directeur académique adjoint du département du Val d'Oise en charge du premier degré, et avec nous aussi en Skype, Elsa Potra, qui est la directrice de l'école élémentaire Paul-Éluard II à Persan. Un violon dans mon école, c'est donc ce programme qui va permettre à des enfants en REP de 4 à 8 ans de pouvoir suivre toutes les semaines des cours de violon, s'approprier l'instrument, pouvoir développer des qualités d'écoute, des qualités d'entraide, de collaboration. Mais d'abord, pourquoi le violon, Hélène ? Alors pourquoi le violon ? Eh bien, parce que c'est un instrument qui est extrêmement compliqué. Même si on n'a jamais joué de violon, on sait que c'est très difficile puisque on a forcément déjà entendu une fois ou l'autre quelqu'un qui essayait de jouer du violon. Et c'est un instrument qui est aussi très adapté à l'âge auquel on a voulu développer ce projet, c'est-à-dire tôt, puisqu'on commence à l'âge de 4 ans, hein, ça dure de 4 ans à 8 ans, puisque l'instrument est petit quand les enfants sont petits. Il existe toute une série de tailles de violon, donc ça les accompagne au fur et à mesure qu'ils grandissent. Par ailleurs, il y a une pédagogie pour apprendre le violon qui est tout à fait adaptée à des petits à partir de l'âge de 4 ans. D'autres instruments demandent beaucoup plus de compétences en solfège qu'un enfant de 4 ans ne peut pas avoir. Et puis, c'est effectivement très difficile, mais un enfant à cet âge-là est capable d'apprendre à peu près tout. Ouais. Donc, on a tout intérêt à le solliciter le plus possible, parce que notre objectif dans tout ça, c'est justement de lui apporter un moyen de développer bien davantage que s'il n'en faisait pas les compétences dont il a besoin pour bien réussir à l'école. Et le violon répond à tout ça. Autant sur le plan physique, c'est très compliqué en coordination, en motricité fine, en écoute très fine. Que sur le plan aussi intellectuel, puisqu'il y a une approche de la lecture, il y a une approche du rythme qui se rapproche beaucoup des mathématiques, et puis dans la musique, il y a toujours l'émotion. Donc finalement, c'est une activité qui est extrêmement complète. Et ce programme, qui est avant tout éducatif, est destiné à leur donner une activité qui soit un soutien extrêmement efficace des apprentissages fondamentaux que l'école, par ailleurs, développe à cet âge-là. Absolument. On rappelle qu'un violon dans mon école est destiné aux élèves des REP, des réseaux d'éducation prioritaire, que vous représentez notamment Jean-Baptiste Kulik et Elsa Potra. Je reviens sur la question du violon parce qu'elle est fondamentale, comme le posait Hélène, en effet, en introduction. Le violon, c'est important aussi parce qu'il va entrer dans les familles. Ça va être aussi un élément de fierté, j'imagine, pour ces enfants et pour les familles que vous voyez tous les jours à l'école. Jean-Baptiste. Oui, tout à fait. Alors, c'est une des dimensions vraiment fondamentales de ce projet qui est particulièrement porté alors, au niveau local dans le département du Val d'Oise par la direction académique que je représente, mais également au niveau académique. On aura sûrement l'occasion de l'évoquer à nouveau. La dimension de tout ce qui concerne l'éducation artistique et culturelle est vraiment fondamentale dans ce projet. Également la parentalité, puisque, comme vous l'avez dit, ça permet un rapprochement entre les familles et l'école. À différentes occasions, à l'occasion de la remise de l'instrument, à l'occasion des multiples petites manifestations qui peuvent avoir lieu, puisque les enfants sont extrêmement fiers de pouvoir montrer à leurs parents, dans le cadre de l'école, leur progrès. Et puis, il n'est pas rare, notamment, que la rentrée en musique soit illustrée par les enfants qui bénéficient de ce projet. Elsa, vous faites partie, vous êtes d'ailleurs la directrice d'une des écoles élémentaires qui a été pilote, notamment dans la mise en application d'un violon dans mon école, l'école Paul-Éluard II de Persan. Quand vous voyez ces enfants
quand vous voyez leur parcours sur les 4 années où ils vont avoir justement cet enseignement instrumentiste qui leur est proposé. Vous voyez une sorte de joie qui se dégage de la façon dont ils peuvent aussi être fiers d'aborder et d'arborer les deux en même temps le violon avec leur famille. La fierté, effectivement, déjà, elle commence par la remise du violon quand ils sont en moyenne section. La remise symbolique du violon, c'est sous le regard de leurs parents, de la communauté de la Fondation Vareille et des professeurs de violon. Et cette fierté, elle démarre ce jour-là. Après, régulièrement, les parents sont amenés à les voir évoluer dans ce monde. Ils peuvent assister aux cours, ils viennent aux représentations, il peut y avoir différents moments de partage du violon. Et surtout, nous avons l'opportunité de prêter le violon le week-end aux familles. C'est-à-dire que les enfants rapportent leur violon à la maison. Et ça, c'est une grande fierté parce que c'est quelque chose que eux seuls savent faire et que les familles les voient s'approprier et qu'elles ne sont pas en capacité de le faire. Elles n'auraient pas forcément osé apporter cet apprentissage à leurs enfants. Et là, c'est un apport immense. C'est vraiment un grand bénéfice pour ces familles. Et aujourd'hui, pour cette rentrée 2022, c'est un programme qui accompagne 6200 élèves, oui. Hélène, à la fois dans le Val d'Oise, on l'a dit, avec cette cohorte du Val d'Oise, mais aussi à Toulouse, aussi au Havre. Vous essayez d'étendre le plus possible justement le programme dans les écoles françaises. Ces 6200 élèves, concrètement, ils vont suivre quoi comme parcours ? Alors, les 6200 sont pour l'instant répartis essentiellement sur 3 niveaux. La moyenne section. En moyenne section, ils font un cours par semaine, c'est vraiment une initiation et ils passent 45 minutes autour de leur violon. Ils sont petits, hein, ils ont 4 ans. Ils apprennent à sortir le violon de la boîte, à ranger le violon. Il y a beaucoup de petites choses compliquées à faire pour savoir prendre soin de l'instrument. Puis après, on commence à faire des pizzicati. Donc, c'est 45 minutes par semaine. On a ensuite, grosso modo, 2000 élèves, un peu plus, qui sont actuellement en CP et qui, eux, donc, au niveau du CP, ont toujours ce cours par semaine de 45 minutes, auquel s'ajoute 2 fois une demi-heure en petits groupes, pendant lesquels ils commencent vraiment à travailler de plus en plus. Au niveau du CP, je suis passée au CP, mais au niveau de la grande section, on revient en grande section. Oui, c'est le même rythme que pour le CP, ils ont les 3 cours. CP, donc ça continue pareil, et CE1 également. Donc c'est un programme qui est quand même assez intensif. Et l'idée était au départ que la répétition a un rôle important dans l'apprentissage. On ne pouvait pas être certain, même s'ils peuvent rapporter le violon à la maison, qu'ils soient capables à cet âge-là de répéter tout seul. Oui. Donc en fait, la répétition se passe au niveau de l'école. Et ça, c'est important, cette idée de répétition, Jean-Baptiste, parce qu'on va aussi se dire qu'on habitue l'enfant à une régularité dans l'apprentissage, dans le soin aussi qu'il prend. Là, ça se concrétise et ça se cristallise autour de son violon, de son instrument, mais il y a en effet aussi ces bases peut-être à donner dès le départ, dès le premier degré. Oui, tout à fait. Alors, c'est l'occasion aussi de dire que, bien sûr, c'est un projet qui est centré autour du violon, de l'apprentissage de la musique. Mais un axe extrêmement fort est celui du lien avec les apprentissages fondamentaux. Et vous l'avez évoqué avec toutes les compétences transversales qui sont développées. Alors, on peut parler de motricité fine, on peut parler du développement de l'attention, de la mémorisation, mais également de toutes les compétences liées aux mathématiques avec des transferts qui sont faits sur simplement le travail en s'appuyant sur le violon, le nombre de cordes, voilà, avec une pédagogie qui est vraiment extrêmement adaptée. Et l'objet vraiment de ce projet, c'est de travailler autour de toute la transférabilité en lien avec les apprentissages fondamentaux. Voilà. Oui, parce qu'on se souvient que Pape Ndiaye, il y a quelques semaines seulement pour cette rentrée justement de septembre 2022, a notamment annoncé le lancement d'un grand plan maternel. Ce sera
en mise en application pour la rentrée 2023. Les concertations viennent juste de démarrer. L'idée, c'est de revenir aussi là aux enseignements fondamentaux, le français notamment, les mathématiques. On va mettre l'accent en priorité sur ces matières-là. Et c'est aussi de se dire qu'on peut lutter contre les inégalités sociales à l'école, redonner justement ces lettres de noblesse à la méritocratie qui les a parfois un peu perdues ou qui ont été un peu galvaudées, on ne va pas se mentir. Elsa, justement, quand vous voyez ces enfants, encore une fois, on les suit de 4 à 8 ans. Ce sont des âges absolument, là aussi, fondamentaux pour pouvoir réimpulser, ou impulser d'ailleurs tout court, les bonnes bases d'apprentissage, la régularité, ce qu'on se disait avec Hélène et Jean-Baptiste il y a encore un instant. Vous voyez-vous concrètement le changement? Ça fait vraiment la différence? Alors nous, le premier apport vraiment de ce projet, c'est le retour d'un climat scolaire serein, en fait. Il y a 6 ans, quand j'ai pris la direction de l'école, j'avais une école tonique, une école vraiment d'éducation prioritaire avec des élèves qui avaient des préoccupations autres que l'école, qui n'étaient pas dans la concentration, qui n'étaient pas forcément disponibles aux apprentissages. Le projet violon a donc démarré en 2018 pour les élèves de CP de l'école et à ce jour, donc tous les élèves de l'école ont un jour fait du violon ou en font encore. Eh bien, nous, aujourd'hui, on a à nouveau un climat serein. On a des élèves à l'écoute, on a des élèves qui sont disponibles pour les apprentissages. Alors bon, pour l'instant, est-ce que les transferts se font réellement dans les apprentissages fondamentaux? Les études le prouveront, mais en attendant, nous, on a retrouvé un climat où les enfants peuvent être prêts pour apprendre. Prêts à apprendre, c'est déjà le début de réussir justement à refuser cet échec scolaire. Il y a quelques jours, c'était justement la grande journée du refus de l'échec scolaire. Je sais que c'est une des missions qui vous tient à cœur, notamment Hélène. On va redire un mot, tiens, peut-être de la Fondation Vareille d'ailleurs, parce que si c'est une fondation éponyme, ce n'est pas un hasard. En effet, c'est une fondation que vous avez fondée avec votre époux. Vous avez été entrepreneur. Et nos enfants. Et vos enfants, absolument, vous avez raison de le souligner. Vous avez été entrepreneur et entrepreneuse pendant très longtemps. Et puis, vous vous êtes dit, notre façon de transmettre, c'est peut-être justement de s'investir dans des missions d'intérêt public et dans l'éducation. Tout à fait. C'est certainement aussi à la base parce qu'ayant eu 4 enfants avec lesquels on a vécu, si je puis dire, le stress de tous les parents qui accompagnent leurs enfants, qui veulent qu'ils fassent les meilleures études possibles, on a cherché les meilleures voies, etc. Ça s'est très bien passé pour eux. Et c'est vrai qu'on est arrivé à la conclusion que finalement, tous les enfants n'avaient peut-être pas les mêmes possibilités de toujours avoir une voix qui leur correspondait bien et qui leur permettait d'exprimer pleinement leur potentiel. Et partant de là, et en plein accord avec eux, puisqu'on avait la chance de disposer de ressources qui nous permettaient de le faire, on a cherché comment on pouvait aider les nombreux enfants d'ailleurs qui malheureusement n'ont pas la possibilité d'exprimer pleinement leur potentiel et ne peuvent même pas profiter pleinement de ce que l'école est supposée leur apporter. Donc on a, à partir de cette volonté-là, fait pas mal de recherches. On s'est aperçu qu'il existait quand même déjà un certain nombre d'études assez conséquentes, parce qu'il y en a au moins 300, qui s'étaient attachées à essayer de faire le lien entre, dit d'une façon très résumée, les résultats scolaires et la pratique de la musique. Beaucoup de ces études, effectivement, ne sont pas complètement parfaites, puisque souvent, il y a soit le biais du milieu d'origine, la durée qui n'est pas assez longue, les cohortes qui sont petites. Donc, on est parti du principe que, comme tout va quand même toujours dans le même sens, ça valait peut-être la peine de construire une expérimentation à grande échelle, de se donner, bien sûr, le devoir d'une mesure d'impact très solide scientifiquement pour pouvoir finalement mettre en évidence de façon définitive ce que tout le monde suppose, mais là en le prouvant scientifiquement, à savoir que quand on fait jouer d'un instrument, et c'est très vrai pour le violon qui est très difficile, à des enfants dès l'âge de 4 ans, eh bien, on améliore très sensiblement leur capacité à apprendre parce qu'on leur apprend à mieux apprendre.
Et les études justement que vous allez porter avec la Fondation Vareille, notamment sur ce programme Un violon dans mon école, on y revient dans un instant, les 1000 enfants que vous ambitionnez de pouvoir justement former en 2025 aussi, mais on s'arrête, le temps d'un zap. On s'arrête évidemment devant les images sélectionnées par Édouard Degnaud. Ta-da! That easy! Et nous sommes de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Hélène Vareille, présidente de la Fondation Vareille, Jean-Baptiste Kulik, directeur académique adjoint du département du Val d'Oise, Elsa Potra, directrice de l'école élémentaire Paul-Éluard II à Persan. On parle aujourd'hui de la façon dont on amène la musique à l'école et comment est-ce qu'elle peut transformer les apprentissages, notamment chez les plus petits, dans le premier degré. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, avec toi, justement, Jeanne, on va s'intéresser à des mallettes, mais pas n'importe lesquelles, celles qui ont été créées par la Réunion des musées nationaux pour le corps enseignant, pour justement lui permettre de parler d'art aux élèves. Tout à fait. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce que la RMN nomme des mallettes pédagogiques. C'est en effet des véritables petits dispositifs d'enseignement tenant dans une seule petite valise. Ces mallettes, elles sont déclinées sous plusieurs thématiques, que ce soit les animaux, les paysages dans l'art ou encore le portrait. Et elles constituent à elles seules donc des mines incroyables d'informations avec des dizaines d'activités réunies en ateliers pouvant couvrir jusqu'à une année entière de scolarité. Elles permettent aux professeurs de développer le sens critique du regard de l'élève grâce aux œuvres d'art. Et c'est absolument, on voyait les images de ces mallettes qui sont absolument somptueuses. Quelles sont les activités en particulier d'ailleurs qui sont ciblées par les mallettes? Alors les activités, elles sont très nombreuses, donc je ne peux pas toutes les citer, mais ça va de créer ses propres chimères, ses propres animaux fantastiques à partir de fragments de gravures anciennes, jusqu'à juste modifier les perspectives d'un paysage pour lui donner un caractère inquiétant. L'idée en fait est de mêler l'apprentissage de l'art avec la pratique, quand par exemple on revisite le mythe fondateur
fondateur de l'invention du portrait par Pline l'Ancien. Je resitue avec cet exemple d'un tableau du château de Versailles l'histoire de Pline l'Ancien. Pline l'Ancien, il situe l'invention du portrait en Grèce antique, le jour où la jeune Corinthienne Callirhoé, très très triste que son bien-aimé Corésius dusse partir en voyage, eh bien dessina le contour de son ombre avec un bâton de charbon de bois afin de le garder avec elle plus longtemps. Quand donc on a relié l'œuvre d'art à cette qualité donc d'empreinte immuable d'un présent qui lui passe, eh bien l'élève est lui-même amené à faire cette expérience, à rejouer le geste de Callirhoé et dessiner l'ombre de son camarade sur un mur à l'aide d'une projection via une lumière. Donc là, on est dans la thématique du portrait. Jusque-là, tout va bien. Mais tu nous as dit tout à l'heure, notamment, que cette année, il y a une nouvelle édition qui était en train de sortir avec un tout nouveau thème. Eh bien oui, un thème qui est plus sujet aux polémiques, aux débats d'opinion, puisque cette nouvelle mallette aborde la question de la citoyenneté. Alors l'édition de la RMN donc pose la question, est-ce que les œuvres d'art peuvent nous permettre de penser, d'articuler et de questionner les valeurs républicaines. Et toutes les époques et les médiums sont représentés sur les fiches d'œuvres d'art, depuis cette gravure de 1804 qui montre la séparation de l'Église et de l'État. Elle est faite juste un an avant, quand les débats ont lieu, et on voit Émile Combes, le chef du gouvernement à l'époque, qui coupe l'influence que la religion a aveuglée par sa mitre a sur Marianne, jusqu'à des défilés de mode, notamment celui où Jean-Paul Gaultier avait fait fouler le podium à Bette Ditto, qui illustre le pied de la liberté, jusqu'à la danse contemporaine. Ici, on voit une image d'une chorégraphie de Sadek Waf, qui est une chorégraphie, on le voit en petit, mais c'est une chorégraphie... Oui, j'allais dire, on la voit de loin quand même. C'est une chorégraphie interprétée par des personnes en situation de handicap. Elles sont toutes assises sur des chaises et ne font que la chorégraphie avec leurs bras. Et tout ça, en fait, tout y est pour donner le goût aux élèves des œuvres d'art, aussi variées puissent-elles être. Oui, absolument. Et on voit que toutes les disciplines artistiques sont représentées. Si on veut voir ces cartes d'un peu plus près, justement, on fait quoi avec? Eh bien, justement. Alors, quoi de mieux que vraiment de donner l'exemple d'un des jeux qui est présent dans cette mallette. Donc, je vais vous distribuer des cartes. Alors, chacun a 2 cartes. Normalement, il en faut 4. Voilà, on va... Mais on se les partage. Alors, on est comme ça dans l'école du futur. Celle-ci, hop, je vous donne... Que je les amène. Hop, Hélène. Merci. Donc, les téléspectateurs les voient à l'écran. Nous les voyons entre nous, entre nos mains. Alors, pour les téléspectateurs, je situe, il y a des cartes sur Simone de Beauvoir, rescapée militante, qui a été militante féministe, qui a lutté pour le droit à l'IVG, Joséphine Baker, artiste et résistante. On voit aussi Louise Weiss, qui avait milité pour le droit des femmes aussi. Ouais. Le logo de Keith Haring contre l'isolement des personnes en déficience mentale. Bref, le jeu consiste à ce que le maître du jeu, qui est moi-même, donne un mot, et le mot que je vais vous donner est le mot résilience. Ouais. À vous de choisir parmi vos cartes l'œuvre qui vous semble répondre le mieux à ce terme de résilience et de me la donner, face cachée. Hop. Moi, je vous récupère vos cartes. Voilà, c'est un... La résilience. Résilience, oui, c'est un thème assez... mince, c'est compliqué. Oui, je veux ça pour moi. Hop. J'hésite. Écoutez, en même temps, après, il faut y aller, il faut se décider. Je vais quand même dire ça. Allez. J'ose, j'espère que je ne vais pas tromper. Hop. Voilà. Et je les mélange. Oh là là. On est vraiment... Il y a des effets spéciaux dans cette émission aujourd'hui. Production incroyable. C'est magnifique. Et je vais vous les montrer. Hop. Alors, je vais les mettre droite. Et je vais vous demander d'imaginer laquelle j'ai choisie. Toi, alors attention. Moi-même. Alors, je veux bien que tu choisisses une carte, mais attention à ton micro pour qu'on puisse continuer à t'entendre. Tout à fait. Je vous laisse donc choisir. Alors, 1, 2, 3 ou 4, celle que j'aurais choisie moi. Que tu aurais choisi toi, mais je me souviens plus de ton jeu. Alors, non, parce que vous connaissez pas mon jeu, c'est ça l'histoire. Je dirais quand même l'incroyable chorégraphie du chorégraphe dont on a parlé tout à l'heure. Alors, madame, je vous laisse en choisir une. Alors, vous vous dites un chiffre, celle qui vous vient rapidement, parce que... Peut-être la deuxième, Futuristic Archaeology. Ok, très bien, qui est en référence donc à cette extraordinaire œuvre qui a été faite en Mongolie. En fait, c'est un tableau
un tableau qui représente le paysage avant le réchauffement climatique et suite au réchauffement climatique, elle a pris en photo des gens qui vivaient de l'agriculture et des animaux, mais or maintenant ils sont dans le désert. Ok, et vous, je vous laisse en choisir une. La seconde également, mais de l'autre côté avec Simone Veil. Ok, eh bien écoutez, c'est Marjorie qui me connaît le mieux qui a gagné, je suis mais ça désolée. me fait plaisir. Mais bon, voilà, il y a un petit désavantage lié au fait qu'elle me connaît. Oui. Et je vous laisse justement... Mais je ne connaissais pas la réponse. Non, elle ne connaissait pas la réponse, personne n'a pour de vrai. triché. Tout à fait. Je vous laisse regarder un extrait de cette merveilleuse chorégraphie tout de suite. Alors, il faut savoir que l'artiste Sadek Beraba, aussi connu sous le nom de Sadek Waf, donc est en charge de la chorégraphie des JO paralympiques de Paris 2024. Et c'est ça l'intérêt de ces mallettes, c'est vraiment de mêler des problématiques, des approfondissements théoriques avec plein de découvertes d'œuvres d'art absolument extraordinaires. Bon, d'abord, ça nous permet d'avoir une pensée pour notre ami Arnaud Assoumani, évidemment un de nos plus grands para-athlètes français, mais aussi, d'abord, ces images sont absolument spectaculaires. Ça nous permet aussi, Hélène et Jean-Baptiste, de mieux comprendre comment on peut justement, par une interdisciplinarité, l'art notamment, faire entrer ces questions de citoyenneté, de débat même à l'école. Ça vous inspire, Jean-Baptiste? Vous auriez envie de l'adapter à l'Académie justement du Val d'Oise? Oui, tout à fait. Alors, si on revient sur le projet violon, c'est un vecteur extraordinaire pour travailler la citoyenneté. Alors, évidemment aussi parce qu'il est centré sur des écoles qui sont en éducation prioritaire, où c'est une question absolument cruciale. Et on sait très bien que pour faire citer, en fait, il faut associer tous les partenaires de l'école et bien sûr les parents. Et c'est un très beau projet, un vecteur qui permet à la fois de faire entrer les parents à l'école et de faire entrer l'école dans les familles. Absolument. Elsa, ces mallettes justement de la réunion des musées nationaux, vous pourriez les utiliser à l'école Paul Éluard? Tout à fait. En plus, nous travaillons actuellement sur un projet d'embellissement de notre préau. Donc, nous sommes vraiment aussi dans tout le volet culturel. Donc, ça a tout à fait sa place dans notre école. Il y a notamment dans ce jeu aussi d'autres activités qui permettent notamment aux élèves de faire une exposition avec un choix d'œuvres et un débat entre les élèves. Enfin, c'est plein de jeux divers. Donc, Hélène, je sais qu'on parle aujourd'hui d'un violon dans mon école, mais est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres disciplines artistiques via la Fondation Vareille qui s'invitent justement dans le débat scolaire? En fait, je ne peux pas répondre à cette question aujourd'hui parce que nous n'y avons pas réfléchi pour l'instant. Je dois dire que le projet Un violon dans mon école nous occupe tellement que pour l'instant, effectivement, on a plutôt cherché à ne pas se disperser, même si au début, on était parti de réflexions qui étaient beaucoup plus larges. Et je pense qu'on se reposera la question en 2024 ou en 2025. Vous reviendrez sur ce plateau pour nous en parler en 2024 ou 2025. On continue justement. Avec plaisir. Avec plaisir. Nous aussi, on continue justement à parler d'un violon dans mon école parce qu'on veut comprendre comment la musique, justement, adoucit certes les mœurs, mais surtout les mœurs scolaires. On continue notre talk tout de suite avec nos invités. Vous l'avez compris, c'est une discussion qui ne s'arrête jamais. Jean-Baptiste Kulik est avec nous, directeur académique adjoint du département du Val d'Oise. Hélène Vareille, évidemment, présidente de la Fondation Vareille. Et Elsa Potra, directrice de l'école élémentaire Paul Éluard de Persan. On a terminé notre discussion précédente justement sur la façon dont la Fondation Vareille s'appuie sur ce programme, initié depuis 7 ans désormais, Un violon dans mon école, pour pouvoir mener aussi des études beaucoup plus fines sur l'impact économique, notamment socio-économique, de ce type d'initiative.
neuroscientifique aussi. Comment est-ce que justement les neurosciences peuvent nous aider à mieux éclairer la façon dont les enfants bénéficient d'un apprentissage différent, avec l'étude notamment des instruments. Les prochains projets, ils sont sur quoi exactement, Hélène ? Les prochains projets d'études. Absolument. En fait, on a 3 volets dans ce qu'on appelle notre étude de mesure d'impact. Le premier, qui est mené par une équipe d'un labo du CNRS et de Sciences Po, s'attache à suivre les résultats scolaires avec également un certain nombre de choses liées au comportement de 2 cohortes. Une qui est composée en fait d'élèves violonistes qui sont dans le projet, et puis comparée à une cohorte de contrôle qui, elles, sont des élèves similaires, mais qui ne font pas de violon. Et ils vont donc être suivis sur les 4 ans, de manière à pouvoir apprécier la façon dont leurs résultats scolaires et leur comportement évoluent. Sachant que pour ce faire, on utilise à la fois des tests qui sont délivrés exprès, disons, par les chercheurs, et puis bien sûr toutes les évaluations auxquelles l'éducation nationale procède sur ces années. Donc, toutes ces données-là sont étudiées de façon scientifique et au bout de 4 ans, on aboutira, espérons-le, à une différence qui sera tout à fait significative. La deuxième étude est effectivement une étude neurosciences. Parce que dans chacune de ces 2 cohortes, on a donc la chance, parce que c'est une équipe extrêmement réputée de Neurospin qui est dirigée par Stanislas Dehaene qui le fait, eh bien, sur les mêmes années, un certain nombre d'enfants, une trentaine ou une quarantaine dans chacune des 2 cohortes, va être suivi par Neurospin, et ça va permettre de voir justement quelles évolutions on constate dans le cerveau à un âge qui est absolument critique, parce qu'on sait que la plasticité du cerveau est, paraît-il, maximale à 7 ans. Donc c'est vraiment là qu'il faut intervenir. Et avec ces imageries successives sur la période, ils vont pouvoir bien sûr regarder si les zones qui sont impactées par le projet violon correspondent effectivement bien à celles dont ils savent déjà. C'est la zone de la lecture, que c'est la zone du développement du langage, que c'est celle qui est sollicitée par le calcul. Et puis au-delà de ça, je pense qu'ils vont en sortir une foule de données sur le cerveau des enfants qui pourront être utilisées pour une meilleure, finalement, pédagogie et des connaissances qui vont se traduire sur comment est-ce qu'on doit faire pour que les apprentissages soient effectivement le plus efficaces possible. Oui, parce qu'aujourd'hui, on aura les résultats de ces études menées notamment avec la Fondation Vareille et le laboratoire Neurospin, pour partie CNRS et Sciences Po, pour l'autre sur la partie socio-comportementale dans quelques années. C'est courant 2024, puisque c'est long, il faut suivre. Quelques mois, absolument. Voilà, mais ça a commencé il y a 2 ans. Parce que justement, tout l'intérêt, le suivi en effet de ces enfants, je rappelle que vous les accompagnez sur 4 ans, de 4 à 8 ans, pour leur formation au violon, et puis que justement, ce qu'on essaie de mettre en lumière, c'est la façon dont l'apport de l'instrument peut justement suivre aussi un déblocage des apprentissages, une intégration sociale, et là aussi lutter contre l'échec scolaire, parce que c'est vraiment le propos de départ. Et il y a un 3e volet qui pour nous est très important aussi, et qui justement va s'employer dans une optique qui est en fait évaluation des politiques publiques, à comparer ce que représente le coût du projet avec le gain potentiel pour la société, sachant que si on lutte contre l'échec scolaire, on sait très bien qu'on génère en fait beaucoup d'économies. Côté chiffres, si justement on peut apporter une précision. Alors, malheureusement, j'en ai cherché beaucoup, il n'y a pas de chiffres qui remontent, qui sont en tout cas plus récents que celui d'un rapport de Terra Nova qui est publié en 2014. Le coût du décrochage scolaire en France, c'est 24 milliards d'euros par an, c'est considérable. Et le chiffre qui, par contre, lui, est malheureusement beaucoup plus récent, c'est le fait que 80 000 jeunes, chaque année, sortent du système scolaire sans diplôme. Évidemment, les conséquences économiques et sociales sont dramatiques. Elsa,
justement, quand vous écoutez la volonté d'Hélène d'essayer d'aller plus loin, de comprendre justement comment ces enfants qui sont accompagnés par le programme Un violon dans mon école réussissent justement à débloquer non seulement des acquis sur les matières fondamentales que vous leur enseignez notamment à l'école élémentaire, mais aussi des compétences en matière de socialisation, de collaboration, parce qu'on apprend aussi la vie en équipe et en orchestre quand on travaille le violon ensemble. Vous vous dites que finalement c'était le programme rêvé pour pouvoir justement avoir ces nouvelles approches? Comme je vous le disais tout à l'heure, donc nous, c'est la 5e année que le projet est sur l'école. Et à l'issue de quand les élèves sortent du dispositif en fin de CE1, il leur est proposé ce qu'on appelle une classe passerelle. La classe passerelle, c'est les enfants qui souhaiteraient poursuivre après le violon dans mon école, dans un partenariat avec le Conservatoire de Persan. Eh bien, nous avons eu près d'une vingtaine d'enfants qui ont souhaité poursuivre et qui aujourd'hui sont au CM2 et ils sont unis. C'est pour ça que vous disiez tout à l'heure que c'était important parce que ça crée du lien. Et oui, ce petit groupe reste unis. Et pour vous donner un exemple, certains petits garçons qui faisaient du foot ont préféré continuer le violon. Donc là, voilà, pour moi, le pari est réussi en fait. Quand certains choix se font et qu'on accepte la différence, et finalement, on va plus vers le violon et on continue. Voilà. Oui, je précise en effet qu'il y a même des chiffres pour ça, Elsa, puisque 40% des enfants chez vous à Persan dans le Val d'Oise continuent le violon au conservatoire après avoir participé à ce programme Un violon dans mon école. Jean-Baptiste, c'est intéressant parce que ça montre bien que les partenariats publics-privés dans l'éducation, ça fonctionne. Oui, tout à fait. Alors là, en ce qui concerne le projet, c'est un partenariat qui est vraiment exemplaire parce que la Fondation met un financement qui est conséquent pour que le projet puisse se dérouler. L'éducation nationale, de son côté, a un apport qui consiste en la mise à disposition de personnel, notamment par rapport à l'accompagnement et la formation des enseignants, avec une conseillère pédagogique qui est dédiée spécifiquement au projet, et puis un accompagnement, une formation des enseignants avec les professeurs de violon, des directeurs d'école qui sont impliqués dans le projet. Donc c'est tout un travail de partenariat qui est vraiment exemplaire. Oui, absolument, vous avez raison de le souligner, parce que quand on accueille des enseignants en violon au sein de sa classe, il faut aussi savoir leur faire de la place. Comment ça se passe justement, Elsa, cette collaboration entre les enseignants du premier degré de votre école et les violonistes qui viennent accompagner ces enfants? Eh bien, ça se passe extrêmement. Donc la vie à l'école, le violon en fait est intégré totalement à la vie de l'école. Les professeurs de violon partagent les temps de vie de l'école au même titre que tous les enseignants. Il y a des regards croisés entre les enseignants et les professeurs de violon. Par exemple, sur cette semaine de rentrée, on a les professeurs de violon qui sont venus voir les élèves dans les classes pour voir comment ils fonctionnent, pour voir comment ils se comportent, comment ils apprennent. Et après, il peut y avoir des transferts, des échanges, des regards croisés. Et c'est là toute la richesse de ces échanges en fait. Et on le voit quand on voit les images incroyables de ces enfants justement qui tiennent des violons dans leurs mains, qui tiennent l'archet au bout des doigts. On revient quand même au coût de cette formation, Hélène, parce qu'il faut quand même le souligner. Jusqu'à présent, la Fondation Vareille prenait en totalité la responsabilité de la somme justement et du coût de cette formation. 500 € par an pour chaque enfant, c'est 2 000 € pour les 4 ans de formation. Je crois que vous ouvrez désormais aussi le financement d'un violon dans mon école aux mécènes qui souhaiteraient vous rejoindre. On l'a fait pour quelques mécènes qui étaient vraiment très, très intéressés par le projet et qui, d'ailleurs, ont contribué de façon tout à fait significative. On ne fait pas, à proprement parler, nous, d'appel au public. Notre véritable objectif, de toute façon, c'est de financer tout ça jusqu'en 2025, avec l'idée que, puisqu'on disposera des résultats des études en 2025, on puisse alors, à partir de 2025, compter sur l'éducation nationale pour qu'elle reprenne ça à son compte, peut-être pas dans 100% de la France, bien sûr, mais en tout cas dans les zones les plus prioritaires. Et si je peux donner 2 chiffres, parce qu'effectivement, 500 € par an, c'est-à-dire 2 000 € par enfant, on peut dire que c'est beaucoup. Bon, première chose, si on le compare à ce que coûte aujourd'hui un élève en éducation prioritaire, c'est pas tant que ça.
si ça marche bien. Et deuxième chose, on s'aperçoit aussi que si on a à peu près 20% d'une classe d'âge qui relève de l'éducation prioritaire. Une classe d'âge, c'est 750 000 élèves. Ça veut dire que, grosso modo, par année d'âge, il y en a 150 000. Peut-être qu'on va dépenser 500 € pour eux, mais je vous invite à mettre ça en regard des 24 milliards d'euros que vous citiez tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'en sauver beaucoup sur cela, sur ces 150 000, pour que l'opération, de toute façon, soit extrêmement rentable pour la collectivité. Absolument, et je précise d'ailleurs que 2025, la date que vous citiez, c'est un très bel objectif puisque l'ambition c'est d'avoir à ce stade-là 10 000 enfants de REP qui puissent participer au programme. Sur tout le territoire, on l'espère en tout cas, avec le partenariat avec l'éducation nationale. Puis petite précision aussi, parce que c'est un chiffre qui m'a beaucoup intéressée justement avec ce programme. Vous achetez en tant que fondation 2000 violons par an à un luthier toulousain qui sont ensuite prêtés aux enfants pendant l'année scolaire. Tout à fait, parce qu'un des points importants du programme, c'est que chaque enfant dispose de son propre violon. Il en est complètement responsable. Il n'y a que lui qui joue dessus pendant toute l'année. Bon, on ne lui donne pas à la fin, parce que de toute façon, il a grandi l'année d'après et qu'il n'en aurait plus l'usage. Mais dans la phase où on est aujourd'hui, où effectivement, on a chaque année 2000 nouveaux enfants qui rentrent, puisqu'ils grandissent, et puis qu'il y a les petits nouveaux qui rentrent en moyenne section, on achète 2000 violons par an à un luthier. Alors, il ne fabrique pas lui seul tous ces violons, mais ce sont des violons qui sont tous faits à la main et par des luthiers, et qui sont de très bonne qualité. Ça se voit d'ailleurs. Ça se voit et les parents, ils sont sensibles. C'est beau un violon, c'est un instrument d'ébénisterie, ils sont beaux. La beauté justement de ces nouvelles pédagogies à l'école via le violon, via l'instrument, on en a parlé évidemment avec vous aujourd'hui, messieurs, dames, Hélène Vareille, Jean-Baptiste Kulik, Elsa Potra. Merci infiniment d'avoir fait un tour par le plateau de l'École du Futur. Merci comme toujours à Jeanne, évidemment, Dreyfus, et pour les mallettes pédagogiques de la RMN. On se retrouve très vite en plateau.